Ok. Donc, ce matin, là, on est ensemble jusqu'à midi. On va d'abord vous présenter, rappeler le rôle de la région Occitanie, du Conseil régional, zoomer plus particulièrement sur ce que fait la mission alimentation durable, et ensuite parcourir avec vous un ensemble de dispositifs avec un focus sur vraiment les dispositifs qui sont utiles sur vos territoires. Le PowerPoint sera disponible ensuite sur le réseau des PAT avec des liens vers les dispositifs. Et on vous mettra aussi de la documentation, notamment le guide des maires, des choses qui vont pouvoir vous aider au quotidien. Et il y aura également l'enregistrement. Donc, on s'est dit, vu que certains animateurs sont récents ou que tout le monde n'a pas eu un temps d'échange particulier avec nous, puisque la façon dont on interagit avec la plupart d'entre vous, c'est vous nous sollicitez pour un rendez-vous, pour parler d'un projet ou parler du territoire. Et donc, on s'est dit que c'était bien en introduction de rappeler quel était le rôle de la région, ses compétences, les budgets qui étaient mobilisés derrière et comment on était présent sur vos territoires, puisque nous, on fait partie des services généraux et on est basé à Montpellier. Et la région Occitanie est très grande. Donc, par rapport au rôle et compétences, c'était juste rappeler que la région... J'aimerais juste faire disparaître ça. Ouais, une seconde. Oui. Ouais. Donc, la région, comme toutes les collectivités territoriales, elle a ses compétences issues de la loi NOTRe. Et en fait, son cœur de compétences, c'est le développement économique, les listés, la gestion des fonds européens, la formation professionnelle, les transports et l'aménagement du territoire. Et on va le voir par rapport au budget qui est mobilisé derrière ces compétences, que ça a son importance. Et l'alimentation, comme vous le savez, n'est pas une compétence au sens de la loi NOTRe. Et la région a décidé d'en faire une grande cause régionale depuis 2018. Et elle a investi ce champ en s'appuyant sur sa compétence du développement économique qui nous permet d'aller soutenir l'agriculture sur les territoires. Ensuite, le conseil régional, en fait, il intervient sur les territoires et en région Occitanie à partir de documents cadres. Ça va être tout ce qui va être la planification, mais aussi des politiques, des pactes, des plans qui sont votés par les élus. Et nous, notre action, elle est notamment encadrée par le pacte alimentation durable qu'on verra ensuite, le pacte vert qui a été voté à l'été 2021 et qui donne vraiment des ambitions sur la transition écologique à la région Occitanie et habiter l'Occitanie en 2040 pour en faire un futur désirable. La région, elle a vraiment un rôle de fédérateur à l'échelle du territoire régional et aussi un rôle d'animateur d'un certain nombre de réseaux. Là, on vous a juste mis ceux qui peuvent vous intéresser. Donc, bien sûr, le réseau régional des PAT que l'on coporte et co-anime avec la DRAF. Également, le réseau VRAC sur la gestion des déchets. C'est pas exhaustif, mais c'était pour vous donner déjà un petit cadrage. Ensuite, pour les budgets, je laisse la parole à Florian. Euh, cette slide-là, c'est juste pour vous donner un peu des ordres de grandeur sur le budget régional. Donc là, j'ai pris, à titre d'exemple, j'ai pris le budget primitif de 2023. Donc le budget total, c'est 3,6 milliards d'euros, donc sur un an. Euh, Juste une information importante à rappeler, c'est que la région, en fait, a la vocation à financer de l'investissement principalement et pas du fonctionnement. Donc, dans tous les dispositifs que je vais vous présenter, en majorité, ça sera des subventions à l'investissement. Le plus gros poste de dépense à la région, c'est la mobilité, c'est les transports. Donc, on le voit ici en vert. Donc de rappeler aussi que du coup l'Occitanie c'est quand même la première région de France qui investit enfin en euros investis par habitant, c'est la première, et c'est la première région aussi qui se dote d'un budget vert. Donc, le budget vert, c'est un budget qui est favorable au climat. Donc pour 2023 c'était 114 millions d'euros. Euh, et du coup le budget Delta qui nous intéresse un peu plus, parce qu'en fait la Delta, donc c'est notre direction, c'est une direction qui est issue de la DAF, qui était la direction de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, et qui a fusionné avec la direction du tourisme. Donc ce budget-là, par exemple, du coup, c'est celui qui est en bleu clair et qui représente 190 millions d'euros par année. Voilà à peu près, juste pour avoir des ordres de grandeur sur le budget, ça donne à peu près ça.
Ensuite, la particularité aussi de la région Occitanie, c'est une implantation dans les territoires. Ça aussi, c'est une exception régionale. La présidente a fait le choix de créer des maisons de ma région. Il y en a quasiment une par département, avec un lieu physique, un directeur de maison de région et des agents. Et ce sont des gens qui sont généralistes. Donc, ils maîtrisent l'ensemble des dispositifs de la région, pas en détail, mais ils savent vous orienter vers la bonne direction, le bon chargé de mission, et ils sont au contact des usagers. Donc, quand vous avez vraiment des questions ou des porteurs de projets à aiguiller, vous pouvez les envoyer vers eux. Ils sont aussi en lien avec l'agence ADOC, qui aussi a une vision dispositif plus commerciale. Et d'ailleurs, vous avez reçu pour les PAT labellisés depuis les dernières années, les 3 dernières années, des lettres qui nommaient dans vos PAT le directeur de la maison de région et un élu du conseil régional dans vos copiles de PAT. Alors, si ces personnes-là ne viennent pas ou si vous n'avez pas de retour, je vous invite à me contacter par mail et à me notifier parce qu'en fait, si je ne le sais pas, je ne peux pas agir et un peu les pousser à venir sur vos territoires. On a aussi sur vos territoires les contrats territoriaux, les CTO, qui ont été re-signés là, pour la période 2022-2028. C'est des déclinaisons du Pacte vert Occitanie dans les territoires. La compétence, c'est l'équilibre territorial et le nouveau volet des CTO, c'est vraiment pour l'engagement et la résilience sur le changement climatique. C'est signé par les intercos et vous avez des référents territoriaux par zone géographique. Donc là, on vous a mis la carte, vous aurez le PowerPoint de disponible, donc vous pourrez regarder. Après, c'est un choix de la commune et des élus d'inscrire l'alimentation ou le PAT dans leur CTO. Parce qu'en fait, le contrat territorial d'Occitanie, ça leur permet de financer des grands projets sur la durée de programmation du contrat. Je pense que la thématique alimentation, elle est largement sous-traitée dans ces CTO où on va plutôt retrouver des projets, des grands projets autour du sport, de la culture, des pistes cyclables. Et c'est dommage, mais pour la prochaine programmation, voilà, ça serait intéressant de faire plus de liens. En tout cas, les référents territoriaux qu'on a nommés ici, ils sont compétents sur l'alimentation et vous pouvez les contacter et ils sauront vous aiguiller pour le financement des projets. Et juste peut-être aussi, du coup, donc les coordonnées des référents, ils sont disponibles sur cette carte-là, mais ils seront aussi disponibles dans un document qu'on va vous envoyer, qui est un extrait du guide des maires, où c'est encore un peu plus détaillé avec les mails et tout ça de chaque territoire, de chaque référent territorial. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Est-ce que vous nous entendez bien? C'est audible? Parce que nous, on ne voit aucune tête. Merci. Oui, on vous entend Alors bien, oui, on madame. vous entend bien, merci. Super, merci beaucoup. Merci. Alors, s'il n'y a pas de questions, on continue. Donc là, on va s'attarder sur la mission alimentation durable à laquelle on appartient. Vous parlez de nos missions et de nos moyens d'action. La mission alimentation durable, elle a été créée après l'adoption du pacte alimentation durable en 2018. Comme vous le savez, l'alimentation, ce n'est pas une compétence et donc c'est vraiment un engagement politique de la présidente de la région. Et les mots ont leur sens et poids, c'est qu'on est une mission, on n'est pas un service. Ce qui veut dire que si on venait à changer de bord politique au prochain mandat, on pourrait être dissous. D'ailleurs, la plupart d'entre nous dans la mission alimentation, on est une responsable de service, Catherine Valverde qui vient d'arriver, et 3 chargés de mission, une assistante, un apprenti. La plupart d'entre nous ne sont pas en contrat titulaire. C'est des contrats de projet. Donc ça montre bien qu'on a notre pérennité est fragile. Le pacte alimentation durable, il a été construit à partir de la concertation citoyenne de 100 000 citoyens, je crois, et un an de réflexion, d'échange sur les territoires. Il est imparfait, on le sait, parce qu'on sait qu'on a regroupé principalement des gens qui étaient concernés par l'alimentation.
et qu'il y a toute une frange de la population qu'on n'a pas su capter. Et si on devait faire un pacte alimentation 2, c'est vraiment là-dessus qu'on mettrait l'accent. Et je sais qu'au sein des PAT, vous avez aussi ce problème parfois de concertation avec l'ensemble des citoyens sur votre territoire. Le pacte alimentation durable, il s'articule autour de six piliers que vous voyez affichés là, et ensuite de 10 actions phares. Et on a traité les piliers, pour traiter les piliers, au fur et à mesure, la mission, elle s'est structurée. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui 3 chargés de mission, mais au départ, il y avait juste une responsable de service qui était Roxane Fage et qui apportait les sujets les uns après les autres. Le premier sujet que la mission a traité quand elle a été créée, ça a été les assises de la grande distribution. Donc, on a signé un espèce d'espace d'entente avec la grande et moyenne distribution, avec pour objectif de renforcer la place des produits régionaux dans ces grandes et moyennes surfaces qui, on le sait, représentent 90% des lieux d'achat des citoyens à l'échelle de la France. Et on s'est assuré que ça soit un cadre commercial favorable à tous les acteurs, notamment les agriculteurs, comme c'est un sujet d'actualité, et qu'il y a aussi des engagements autour de l'environnement. La charte a été signée en 2021. C'est un document avec des axes de travail avec la GMS, et elle regroupe notamment Leclerc, Intermarché et la Fédération des grandes et moyennes surfaces. L'année dernière, l'axe de travail, ça a été l'amélioration de la qualité du don alimentaire. Et donc, ça a permis de rassembler un groupe de travail entre la GMS, les acteurs de l'aide alimentaire et la région Occitanie et aussi l'État. Et ça a abouti à la signature d'une charte de bonnes pratiques, mais aussi d'un guide du don qui a été diffusé dans les grandes et moyennes surfaces pour justement, les écueils qui étaient remontés, c'était que les associations d'aide alimentaire se retrouvaient à traiter les déchets des grandes et moyennes surfaces. Et surtout qu'il y avait une concurrence entre les associations avec, comme vous le savez aussi, sur les territoires, l'émergence d'acteurs entre l'association et la start-up qui ont un peu privatisé le marché, ou en tout cas, ils l'ont rendu monnayable. Et ça a créé la concurrence entre les associations. Là, on a une réunion de travail la semaine prochaine pour faire un premier bilan à mi-année et on fera un bilan au mois de juin au moment de l'anniversaire de la signature des assises. Et l'axe de travail cette année, c'est la bio, avec notamment la semaine du bio en juin, où on a demandé à la GMS de plus faire le lien avec les producteurs bio du territoire. En quoi ça vous est utile? Si vous avez besoin de lancer un dialogue avec la GMS sur votre territoire, nous, on peut vous mettre en contact avec les référents régionaux et les centrales sur vos territoires. J'ai en tête, par exemple, Peter Widoul-Camargue, qui n'arrivait pas à discuter avec la plateforme Système U et avec qui on a réussi à créer un lien. Ça, c'était un des premiers axes de travail de la mission. Le deuxième, ça a été la création de la plateforme d'approvisionnement de lycée Occitalim, qui va être votée à notre assemblée plénière de mars en GIP, en groupement d'intérêt public, et qui donc sort de la région. Cette plateforme, c'est une plateforme numérique dont l'ambition, c'est de faciliter l'accès aux plateformes locales et aux producteurs au marché public des lycées et maintenant, comme ça va sortir de la région, de l'ensemble de la restauration collective de la région Occitanie. C'est un outil complémentaire pour répondre aux lois Egalim et au climat résilience. Et ça permet d'acheter local et de satisfaire. Nous, on a une ambition d'acheter 75% de produits locaux et de qualité d'ici 2028. Ça permet aussi d'avoir des objectifs sur le bio. Elle est principalement reliée aux plateformes de la Chambre d'Agri, aux plateformes qui font la plateforme APRO. Mais localement, il peut y avoir d'autres plateformes qui sont aussi qui y adhèrent. Et elle n'a pas de coût, elle est gratuite, cette plateforme. Elle s'articule très bien avec du agri local ou avec d'autres plateformes parce qu'en fait, c'est une plateforme numérique facilitatrice, ce n'est pas une plateforme logistique avec un ancrage local. Là aussi, c'est un outil qui a pu servir certains territoires. Jusqu'à présent, c'était limité au lycée, donc voilà, c'était lycée. Mais maintenant que la création va être juin et donc ça va être effectif pour la rentrée de septembre, voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé à nous contacter. On peut vous mettre en lien avec les agents ad hoc qui s'en occupent et qui expliquent très bien comment ça fonctionne. Le troisième pilier, ça va être la solidarité alimentaire, où on a adopté une délibération en mars 2022 avec 2 axes de travail.
améliorer la qualité de l'offre alimentaire accessible au public précaire. Et l'autre, c'est remettre les bénéficiaires au centre des dispositifs. Là, on est plus sur de l'innovation sociale. Et l'adoption de cette délibération est aussi allée avec l'adoption de crédits pour cette délibération. On a 2 millions d'euros sur l'ensemble de mandats dédiés à cette stratégie régionale. Elle s'articule autour d'un appel à projet qui était ouvert l'année dernière, 200 000 euros pour l'investissement pour la solidarité alimentaire. Il va être réouvert à l'été 2024. On est en train de refondre cet appel à projet avec notamment l'ouvrir à plus de structures. On a aussi des soutiens à des expérimentations innovantes, notamment les caisses alimentaires communes. Et là, à la CP de demain, 1er mars, on va voter 3 autres caisses alimentaires pour faire un action recherche sur 3 ans avec 4 territoires pilotes, 2 sur des métropoles et 2 dans des zones rurales. On a aussi intégré la thématique au budget participatif alimentation durable 2023. Et on crée aussi des groupes de travail pour réunir différents acteurs autour de la table et aussi avoir des politiques cohérentes entre les différentes institutions. Donc, on travaille beaucoup avec la DRAF sur le sujet et également le commissaire à la pauvreté en région, Monsieur Pélisson. Le guide du don est le fruit de ces groupes de travail. Et on a également les opérations Bien manger pour tous, qui, depuis l'année dernière, sont en fait des opérations de cours de cuisine pédagogique sur le territoire, où on fait appel à un acteur compétent sur le domaine des cours de cuisine et de la mise en valeur des produits locaux et durables. Et on s'appuie sur le réseau associatif sur la solidarité alimentaire pour amener des bénéficiaires. Et ça doit s'ancrer dans le cadre d'un projet alimentaire de territoire. Donc, je l'avais déjà dit lors du précédent webinaire, mais si vous voulez accueillir une opération Bien manger pour tous sur votre territoire, vous pouvez nous contacter et on la construit pour 2024 sans souci. Une question Ouais, sur Oxytalim. oui. La question, c'est est-ce qu'il y a une sorte d'adhésion des collectivités? Alors oui, il y a des collèges et il y a des frais d'adhésion qui sont demandés et qui sont calculés, je crois, sur le nombre de repas servis. Là, la création d'Oxytalim en juin, elle se fait, enfin, ils ont fermé les collèges, ils le font à membres stables pour la rentrée de septembre et à partir de septembre, ils intégreront des nouvelles collectivités. Mais les frais d'adhésion sont à discuter et j'ai pas de vue dessus parce que ça dépend de chaque territoire. Il y a aussi il y a aussi une convention expérimentale qui a été signée avec la Banque alimentaire pour qu'ils puissent commander sur Oxytalim parce que la Banque alimentaire a eu des crédits du national pour acheter des produits locaux et durables. Sauf qu'en fait, ils ne savaient pas où aller les chercher parce que c'était des grandes quantités. Donc, ils sont passés par Oxytalim et du coup, il y aura, ils sont membres du GIP Oxytalim et ça va être ouvert à d'autres associations. Les Restos du Cœur sont également intéressés. On repasse sur la solidarité alimentation. Quelle est la caisse alimentaire soutenue en Ariège? La caisse alimentaire portée par la Maison paysanne de l'Aude à Lézignan. Ah non, ça c'est l'Aude, pardon. En Ariège, c'est Bio Ariège, porté par Magali Ruello. Et le territoire, c'est le Couserans. Il y a une autre question, je crois. Non. Merci. C'est bon. Ok. De rien. Donc ensuite, il y a le budget participatif. Là, on était à la 2e édition. L'idée, c'est de favoriser la participation citoyenne aux politiques publiques, de favoriser l'implication des citoyens autour de l'alimentation durable. C'était un des piliers du pacte alimentation durable. Et d'œuvrer à la citoyenneté alimentaire. Là, le budget participatif 2023 est clôturé. Les lauréats vont être annoncés d'ici quelques jours. Ça a permis de financer des projets qui sont portés, je pense à l'édition précédente, par des collectivités territoriales, par des associations, des jardins partagés, des jardins agroécologiques, des parcours dans la garrigue, des unités de transformation liées à des CCAS pour l'aide alimentaire. Et en fait, ça couvre des projets qui sont des trous dans la raquette au niveau de l'action régionale, parce qu'on sait que les collectivités ne sont pas forcément éligibles à nos dispositifs. Les associations selon leurs objectifs non plus. Donc, ça permet d'aller là et de laisser aussi le choix aux citoyens de porter des projets dans leur territoire avec la règle de 1 projet lauréat par département. Ça permet aussi l'équité entre les territoires et de ne pas toujours aller sur les bassins de vie des métropoles qui
rassemble le plus de citoyens. On a aussi les circuits alimentaires de proximité. Donc là, on est en train de rédiger, c'est la dernière chargée de mission qui a été recrutée dans notre équipe, Amandine Aguera. Elle est en train de rédiger une feuille de route à ce sujet-là, qui sera normalement votée d'ici la fin de l'année. Et ça voudra dire qu'il y aura un volet d'action à partir de 2025 avec des dispositifs. Mais d'ores et déjà, vous avez une partie des circuits alimentaires de proximité ou circuits courts qui sont éligibles dans les dispositifs de la Delta, dont on zoomera après avec la présentation de Florian, mais quand c'est porté par une exploitation agricole, c'est dans les dispositifs EPAS, investissement pour les exploitations agricoles. Il y a aussi un volet sur l'agroalimentaire et le coopératif qui est dans les entreprises agroalimentaires. Et ensuite, il y a un volet quand c'est les structures publiques ou de droit public que vous allez pouvoir avoir dans le leader si vous êtes sur un territoire de Galles. On va passer au PAT, mais est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe au PAT? Je vois pas de main qui se lève et pas de... Ah, attends. Pour les subventions, les chambres d'agri savent les accompagner. Les subventions pour les Pour entreprises les entreprises agroalimentaires. je pense. agroalimentaires, je pense, ouais, EA. Donc ça va être pour les entreprises. Les chambres d'agri... Exploitation agricole, d'accord, pardon. Les subventions pour les exploitations agricoles, les chambres d'agri savent les accompagner. Oui. Après, vous allez voir, on va rentrer en détail dans les dispositifs de la Delta et vous pourrez retrouver le nom des chargés de mission à la région que vous pouvez contacter. Mais en local, vous avez aussi la maison de région qui peut vous orienter. Et puis nous, vous pouvez poser des questions. Un certain nombre d'entre vous nous envoient leurs questions. On est bon. Un commentaire sur l'égal, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc Ouais. je vais un peu en parler. On en reviendra tout à fait. Alors, les projets alimentaires de territoire. Donc ça, c'est une politique qui est contractualisée. Et la région a décidé de suivre les projets alimentaires de territoire depuis l'été 2021. Suite à la crise du Covid, elle s'est rendue compte que la souveraineté alimentaire de la région Occitanie, c'était ultra important et que ça devait être pensé à l'échelle des territoires. Et de ce fait, ce dispositif de l'État, les projets alimentaires de territoire, étaient vraiment des outils adéquats. Et donc, elle a eu pour ambition d'être plus proche et de suivre les projets alimentaires de territoire. C'est inscrit dans le document de cadrage, c'est le pacte vert. La contractualisation, c'est le contrat de plan État-région 2021-2027, qui a deux volets financiers. Le premier volet, c'est les 10 millions du plan de relance de l'État sur la mesure 13, qui était la coopération entre les collectivités territoriales autour des projets alimentaires de territoire. Et le deuxième volet financier, c'est les 12 millions d'euros que le Conseil régional s'est engagé à dépenser dans les projets sur les territoires des projets alimentaires de territoire. Il faut avoir en tête que la mesure 13 du plan de relance, comme elle est contractualisée, elle a été co-rédigée et co-instruite par le Conseil régional et la DRAF. Et donc, quand vous avez reçu vos conventions vous arrivez, je ne sais plus ce que c'était, sur les 10 millions de la mesure 13, normalement, le mail signifiait que le logo région devait apparaître sur tout ce qui était financé par la mesure 13, puisqu'on était co-rédacteur et co-instructeur. Donc, c'est aussi quelque part une action de la région, parce qu'on a choisi avec la DRAF les projets. Ensuite, la mobilisation de la région aux côtés des PAT, c'est la nomination de conseillers régionaux et des directeurs de maisons de région dans les copiles de vos PAT, informations transmises par courrier pour les prochains PAT qui vont être labellisés là, avec le PNA 2024. Vous allez recevoir les courriers au courant du mois de mars. Donc, comme dit précédemment, si jamais ils ne viennent pas ou vous n'avez pas de réponse, vraiment, envoyez-moi un mail et je m'occupe d'activer ce réseau-là. Moi, de mon côté, en fait, comme la DRAF, ils sont 4 chargés de mission pour couvrir l'ensemble de la région Occitanie. Moi, je suis toute seule et c'est qu'une casquette de mon poste. Donc, je n'ai pas pour vocation d'assister à tous les copiles et je ne le peux pas. Je couvre que les copiles de l'Hérault et parfois un peu du Gard. L'engagement de la région aussi aux côtés des PAT, c'est le coportage et le copilotage du réseau régional des PAT avec la DRAF qu'on a lancé en juin 2023.
pour les 2 années à venir, avec la DRAF, on s'est entendu que les enjeux du réseau, après l'étude que Marie Maillot avait portée auprès de vous, bah, c'était de faciliter l'interconnaissance entre les PAT, c'était d'amplifier le partage d'expérience et surtout de vous apporter des connaissances et une montée en compétences sur des sujets que vous avez fait remonter comme prioritaires dans l'enquête de Marie Maillot. Et donc là, c'est bah, le webinaire d'aujourd'hui, mais les autres webinaires qu'on a pu animer. C'est également la Coralim, la conférence régionale de l'alimentation, qui va se tenir le 27 juin prochain. Vous allez avoir un save the date, ça sera à Montpellier. Et la prochaine journée du réseau régional des PAT se tiendra en présentiel en 2025. On a une question. Donc, on est OK par rapport aux conseillers régionaux qui soient mobiles. Qu'en est-il des élus référents? Oui, les élus référents, c'est les conseillers régionaux. Normalement, sur vos territoires, vous avez un conseiller régional qui est le conseiller régional local, qui est nommé dans le copil de votre PAT avec le directeur de la maison de région. Le conseiller régional, il va représenter la politique, le rôle protocolaire en fait, et le directeur de la maison de région, il va avoir l'aspect technicien et il pourra parler des aides de la région ou des dispositifs. Je ne sais pas si c'est désignation d'un élu référent par PAT dans chaque. Est effective et les élus référents désignés. Oui, ils ont tous, les élus, ils ont reçu, de la même façon que vous recevez un courrier, les élus, ils reçoivent un courrier pour les nommer. Et ils sont censés y aller, parce que c'est Carole Delga qui les a nommés. Donc, s'ils ne viennent pas, je vous invite à me le dire. Après, j'ai pas la vision parce que j'ai pareil, en fait, de la même façon que je peux pas être dans vos 60, voire 70 copiles, je peux pas être derrière tous les élus pour vérifier s'ils y vont. Donc, en fait, on part du fait que s'il y a un problème, je m'attends à ce que vous me le remontiez. Et j'avais juste une question, je reviens un peu en arrière, Ouais. perso. Par rapport aux grandes et moyennes surfaces, le travail que vous faites avec eux, Oui. à quelle obligation ils ont? Est-ce que c'est une implication voilà, Bah, il y a la, ouais, il y a la charte d'engagement, donc ils se sont tenus à faire des choses, mais c'est un espace de dialogue en fait. Et d'ailleurs, pas toutes les, on n'a pas signé, ça n'a pas été signé avec le Hardiskund, cette charte. Donc, voilà, on peut discuter avec eux, mais on n'a pas de moyens de pression. Alors, hop, on va parler des financements. Donc déjà, c'était refaire un historique du financement des PAT en région Occitanie. Donc avant 2000, donc le label des PAT, c'est un label du ministère de l'Agriculture qui date de 2017 et qui historiquement a toujours été suivi en région par la DRAF. Et avant 2021, la labellisation n'était pas systématique et en gros, il y avait une dizaine de PAT qui déposaient. Il y en avait 3 qui étaient possiblement labellisés et il y en avait 2 qui avaient des financements pour de l'émergence et on parlait en général de 30 000 € sur 3 ans pour financer un poste d'animateur de PAT. Le plan de relance en 2021, il est venu chambouler cet équilibre parce que pour pouvoir déposer à la mesure 13 du plan de relance, il fallait être labellisé. Donc, la DRAF a labellisé en masse des PAT qui n'étaient pas labellisés des années précédentes et tous les PAT qui souhaitaient être labellisés là pour pouvoir déposer à la mesure 13, avec une instruction. On a instruit aussi le dossier avec la DRAF. Mais ça a fait une massification puisqu'on était... au début de la mesure 13, on avait 36 PAT identifiés et 30 PAT labellisés. Et on termine la mesure 13 avec 42 PAT lauréats de la mesure 13 et une soixantaine de PAT labellisés PAT. Et surtout, des fonds qui ne sont pas du tout les mêmes. On avait 30 000 € sur 3 ans. En moyenne par dossier, le plan de relance, c'est 200 000 € par dossier. Donc, des équilibres financiers qui sont exceptionnels, avec aussi un financement exceptionnel, c'est-à-dire que là, les structures, vous avez été, en tant que structure porteuse du PAT, bénéficiaire de la subvention du plan de relance que vous avez dû gérer vous-même avec les porteurs de projets sur votre territoire en signant des conventions. Et parfois, vous avez porté des projets en direct vous-même. Vous avez été bénéficiaire des fonds.
parce qu'il fallait consommer ces crédits de l'État, sinon l'État les reprenait, la DRAF a accepté au fur et à mesure de l'instruction des années, puisque c'était marqué que ce n'était pas possible dans le règlement, mais on a accepté une fongibilité des lignes entre investissement et fonctionnement et une fongibilité des porteurs de projets. Ça, on l'a fait pour le bien-être et au bénéfice de la région Occitanie, sinon les crédits repartaient à l'État et partaient sur d'autres territoires. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette souplesse. Mais ces règles-là de financement, elles sont vraiment exceptionnelles et elles ne sont pas renouvelées. Ça ne sera pas le cas. Et du coup, par rapport aux règles de financement de la région, les dispositifs de la région, ils vont être cadrés par le pacte vert, puisque c'est ce qu'on a dit, c'est le document fondateur qui fait qu'on accompagne les projets alimentaires de territoire. Et le pacte vert, en fait, il accompagne les projets au service de la transition agroécologique. Et on a refondu l'ensemble de nos dispositifs en 2021 pour répondre aux ambitions du pacte vert. Et de ce fait, vu que les projets alimentaires de territoire, ils sont exemplaires, ils sont de ce fait priorisés dans nos nouveaux dispositifs parce qu'ils cochent toutes les ambitions du pacte vert. Ensuite, on le sait aujourd'hui, on est à quasiment 70 PAT labellisés en région Occitanie. Ça veut dire que 95%, je ne sais même pas où sont les 5% qui ne seraient pas couverts, 95% de la région Occitanie est couvert par un PAT. Et donc, quand la région Occitanie investit pour l'agriculture, que ce soit dans des exploitations agricoles, en accompagnant des structures régionales qui accompagnent l'agriculture dans les territoires, elle investit en fait dans les PAT, puisqu'elle accompagne l'agriculture qui permet l'alimentation in fine dans les territoires. Nos règles de financement, Florian l'a dit quand il a parlé du budget, la région, elle va en majeure partie sur de l'investissement. Nos budgets sont construits comme ça, c'est les crédits qu'on reçoit aussi de l'État. Et donc, nous, notre champ d'action, c'est l'investissement, le fonctionnement, c'est à la marge. Et on intervient dans le cadre de dispositifs qui sont votés ou d'appels à projets qui sont cadrés par le type de bénéficiaire, des plafonds et des planchers, des cadres d'action. Et en fait, on peut difficilement aller au-dehors pour agir sur les territoires. Et nous, quand une subvention est votée à la région, contrairement à l'État qui a plus de flexibilité sur le plan de relance, nous, on ne peut pas, si c'est de l'investissement, on ne pourra pas financer du fonctionnement. Et les bénéficiaires sont aussi définis par nos règles la loi NOTRe et les compétences. Et donc, nous, sur vos territoires, on va accompagner les structures porteuses de projets, les porteurs de projets, qui font les projets qui accompagnent l'alimentation sur vos territoires. Et donc, ça va être les agriculteurs, les CUMA, les entreprises de l'agroalimentaire, parfois les associations d'aide alimentaire dans le cadre de la délibération ou du budget participatif. Mais on n'a pas vocation à accompagner la collectivité territoriale, en tout cas à verser des subventions directement à la collectivité territoriale, et donc de ce fait au cadre PAT en lui-même. Et c'est aussi de rappeler le rôle de chacun, c'est que le projet alimentaire de territoire, c'est un label de l'État. C'est comme si l'État vous avait doté d'une compétence alimentation. Et donc nous, on considère, et la DRAF est d'accord avec nous, que c'est à l'État de financer le poste d'animateur de PAT. Et c'est la conclusion du rapport du sénateur Marchand à l'été 2022. Et donc, nous, on n'ira pas sur le financement du poste d'animateur de PAT, on ira sur le financement des projets sur vos territoires. Et pour nous, le rôle de l'animateur de PAT, il est de faire de l'ingénierie de projet sur son territoire et de porter les porteurs de projets qui font l'alimentation à déposer dans les dispositifs de la région. Après, vous n'avez pas la science infuse sur nos dispositifs et c'est là qu'on intervient pour vous aider, vous accompagner. Et c'est l'objet du webinaire aujourd'hui, de vous présenter les principaux leviers d'action. Après, ceux qui ont, notamment sur les territoires avec des GAL et donc du leader, là, on a identifié les principaux, mais certains d'entre vous sont extrêmement créatifs pour aller déposer dans des dispositifs qu'on n'aurait pas forcément identifiés. Et ça, tant mieux. Donc, je préviens que ce n'est pas exhaustif et c'est pour essayer de vous accompagner au mieux, mais il y a forcément d'autres solutions. Donc, la mission alimentation durable, donc elle a été créée en 2018, mais elle s'est vraiment mise à se structurer
autour des projets alimentaires de territoire en 2021, avec notamment la création de mon poste. Moi, je suis arrivée, je fais partie en fait de l'engagement de la région pour vous. C'est une création de poste, pas à 100%. J'ai et les PAT et la solidarité alimentaire. Il y a le réseau régional des PAT dans lequel aussi on met de l'argent. La centrale d'achat Occitalim, c'est aussi de l'argent pour l'alimentation et les projets alimentaires de territoire, puisqu'elle devient ouverte à l'ensemble des collectivités à partir de juin effectivement en septembre. On a l'action et les crédits qui sont dédiés à la solidarité alimentaire. On le fait uniquement dans le cadre des projets alimentaires du territoire. Il faut qu'il y ait un lien, il faut que ça s'appuie, il faut que ça s'articule. Et l'ambition là, puisqu'on avait toujours dit que les 12 millions, ça serait en relais des crédits du plan de relance. Donc, ils arrivent à terme en juin 2024. Donc, l'ambition, c'est que les futurs appels à projets de la mission alimentation durable et de ce qu'on va pouvoir sortir en dispositif avec la structuration de la mission se fassent dans le cadre des projets alimentaires de territoire, fléchés par les animateurs des PAT et avec une bonification pour les PAT. Mais d'ores et déjà, on dépasse largement le cadre des 12 millions parce que le budget de la Delta, c'est 190 millions d'euros pour l'agriculture en région sur vos territoires de PAT. Et vos territoires sont déjà prioritaires parce qu'ils répondent aux ambitions du Pacte vert. Après, la nouvelle programmation que va vous présenter Florian, elle est ouverte que depuis l'été 2022. Donc, c'est là-dessus qu'on s'appuie. Et là, je sais que le DU, qui est le dispositif le plus mobilisé, il n'y a pas encore eu les lauréats, mais il y a eu beaucoup de projets, déposés sur vos territoires. Alors, j'ai plusieurs questions. Ouais. Y a-t-il des leviers effectifs pour financer des chargés de mission de pâtes, par exemple de la part de l'État? On va l'annoncer, mais il va y avoir un webinaire de la DRAF, comme le nôtre, qui va vous présenter la SNANC, donc la politique de l'État pour 2024, 2025, 2026, enfin sur les PAT opérationnels, puisque nous, 2024, c'est vraiment une année tournant pour l'Occitanie, puisqu'une grande majorité de vos PAT vont passer en opérationnel. Et donc l'État a prévu un volet de financement normalement sur ce volet opérationnel. Oui, normalement, on va avoir. Il y a eu des annonces officielles, mais on n'a pas encore le détail de en quoi ça va consister. Mais ils ont annoncé 20 millions d'euros au niveau national spécifique sur les PAT, ce qui va nous permettre normalement de continuer à financer de l'animation. Mais on n'est pas dans une mesure commune, évidemment, avec les volumes du plan de relance. Mais on va faire la SNAC tarde un petit peu à sortir là, mais on va faire un webinaire spécifique là-dessus, sur cet argent-là, et aussi de manière plus globale, sur un peu à l'image de ce que Aubin vous explique sur les différents dispositifs régions qui touchent les actions et les projets portés par un PAT sur le territoire, donc tous les dispositifs aussi de l'État que vous pouvez mobiliser dans le cadre de vos PAT pour financer les actions. Voilà, ça va être deux choses différentes. Les financements fléchés pour les PAT, le fonctionnement des PAT, et les financements pour vos actions. Et tout ça, on vous le présentera dans un webinaire dédié, je pense, avant l'été. Ouais. Après, la problématique qui peut se poser pour les PAT, c'est le timing, quoi, pour financer leur poste entre deux. Enfin, l'année 2024 qui va être un peu difficile, je pense. Ouais. Et on a une deuxième question. Quand va sortir l'appel à projet de la mission alimentaire durable? Donc là, quand je parle des appels à projets, c'est que comme on structure la mission avec des chargés de mission, en fait, le cadre d'action, ça va être des délibérations qu'on vote. La seule délibération qui a été adoptée, c'est solidarité alimentaire. Donc, nous, on a un appel à projet qui va sortir là, sur l'investissement en solidarité alimentaire à l'été, et on l'a conditionné à l'articulation avec un projet alimentaire de territoire. Ensuite, la prochaine feuille de route qui va être votée, c'est circuit alimentaire de proximité en fin d'année, et elle ira avec des appels à projets, elle sera liée à des appels à projets en 2025. Il y aura une articulation avec les projets alimentaires du territoire. Et après, là, on est en train de refondre le projet de la mission alimentation durable. Donc, je n'ai pas une visibilité sur les feuilles de route suivantes, mais voilà, il faut qu'on fasse voter par des délibérations notre cadre d'action, les crédits qui vont avec, et on fléchera nos appels à projets uniquement sur le cadre PAT. Et après, donc, comme je disais, nous, on finance de l'investissement. Donc, quand on va sur du fonctionnement, on est allé sur du fonctionnement dans des projets alimentaires de territoire, sur des projets extrêmement innovants qui avaient un intérêt pour servir les politiques régionales. Donc, la porte, elle n'est pas fermée.
mais elle n'est pas universelle et elle nécessite pas mal d'échanges en bilatéral. Ceux qui ont été bénéficiaires savent que ça a pris du temps et que le caractère innovant et, et ce qui nous permet de pousser. Et nous, on est convaincus hein, de votre rôle sur les territoires et de l'intérêt. Et on est vraiment à votre service. Et en interne, on essaye de pousser, mais il faut savoir qu'après, il y a plein de validations et qu'on n'est pas toujours décisionnaire. Des questions encore, désolée. Non, mais j'étais sûre que ça allait être des enfants. Du coup, la SNOC pour les PAT opérationnels sortira quel été? En interrogation. Non. Normalement, on nous a annoncé premier semestre 2024. Donc, on attend. Ok. Lisa, en plus de l'appel à projet sur la solidarité alimentaire, quel est le deuxième appel à projet sur lequel on a de la visibilité? Elle n'a pas bien entendu. Ah oui, circuit alimentaire de proximité, mais en 2025. Après, attendez, hein, Florian va vous présenter des super dispositifs où des porteurs de projets chez vous peuvent émerger et même il y a une exception sur le cadre, on ne finance pas de fonctionnement dans les PAT, on a un cas où on peut le faire. Et bien, s'il n'y a pas de questions, on va rentrer sur le descriptif enfin, sur la liste des dispositifs que vous pouvez mobiliser pour les projets sur vos territoires, qui va sûrement appeler à des questions. Alors, donc du coup, je vais vous présenter les dispositifs régionaux. Donc, dans une première partie, je parlerai de ceux de la Delta, qui est notre direction. Et puis, dans un second temps, je vous présenterai des dispositifs qui font partie d'autres directions. Voilà. Alors, du coup, on a fait en fait une sélection des dispositifs qui nous paraissaient les plus intéressants pour vous. Donc, c'est une présentation qui est non exhaustive de ces dispositifs-là. Donc, il va y avoir un focus sur une vingtaine d'entre eux. Et donc, vous allez voir, il y a certaines diapos que je vais passer parce que vu qu'on va vous envoyer en fait ce diaporama qui va vous servir un peu d'outil ou un peu une espèce de base de données. Voilà, mais j'aurai pas le temps de tous les traiter en détail. Voilà. Et puis deuxième information aussi, normalement sur chaque diapositive de chaque dispositif, j'ai mis un petit lien vers la page internet du dispositif, donc sur le site de la région ou sur le site de l'Europe s'engage en Occitanie. Donc ça vous permet d'aller là on va vraiment on peut pas aller vraiment en profondeur. Donc si vous cherchez des informations complémentaires, il y aura les liens. Du coup, donc pour la partie des dispositifs de la Delta, donc la Delta, c'est la direction de l'économie locale, du tourisme, de l'agriculture et de l'alimentation. Donc c'est surtout, nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout agriculture et alimentation. En guise d'introduction et pour faire écho à ce dont on va vous parler sur sa dernière diapositive, il y a un dispositif qui s'appelle Action collective et qui finance de nombreuses structures régionales. Et donc, ce type de dispositif, en fait, vu qu'il a vraiment vocation à financer des structures, des projets qui ont une envergure régionale, ils sont un peu invisibilisés pour vous parce que vous êtes plus sur une échelle soit infra-départementale ou soit départementale. Mais voilà, sachez qu'on finance par exemple la Fédération régionale des CUMA, la Chambre d'agriculture régionale, l'ARDEA, la Fédération régionale des CIVAM, etc. Donc, c'est des structures qui vont vous accompagner sur les territoires et qu'on finance chaque année. Mais voilà, juste, c'était un petit rappel pour vous dire, vous n'allez pas pouvoir mobiliser ce dispositif directement parce que c'est pas la bonne échelle, mais sachez que la région finance ces structures-là et que derrière, ces structures peuvent vous accompagner sur les territoires. Ensuite, la deuxième partie de mon introduction, avant de passer sur le dispositif, c'était juste pour vous parler un peu de la refonte qui a eu lieu en 2021-2022. Donc, cette refonte, elle a eu lieu par rapport à la nouvelle programmation de la PAC. Elle a été guidée par 3 impératifs. Le premier, c'était un impératif de simplification. En fait, avant 2021, au sein de la Delta, il y avait quand même 135 dispositifs. Donc, pour les bénéficiaires qui souhaitaient mobiliser des dispositifs, c'était quand même assez compliqué de s'y retrouver.
Et donc, il y avait un vrai besoin donc, qui émanait des bénéficiaires de diminuer le nombre de dispositifs qu'on proposait. Et donc, cette simplification, elle a eu lieu. Donc, il y a eu une réduction du nombre de dispositifs et elle a eu lieu par la fusion. Donc, il y a plein de dispositifs qu'on fusionné pour n'en devenir qu'un seul, ou plusieurs des bouts de dispositifs qui se sont un peu éclatés dans d'autres dispositifs. Donc, c'est vraiment une grosse refonte et un gros changement pour la région, cette simplification. Ensuite, le deuxième impératif, c'était d'essayer de trouver une manière d'augmenter en fait le montant des subventions pour les bénéficiaires. Et donc, une des solutions pour ça, c'est d'aller chercher des cofinancements, et donc notamment des crédits européens, donc avec le FEADER. Mais ça peut aussi être des cofinancements de l'État ou de l'Agence de l'eau. Et là, pour vous donner un ordre de grandeur, avant la refonte, on était sur un ratio 50-50 entre les dispositifs qui étaient sur fonds propres, sur budget propre de la région, et des dispositifs qui étaient cofinancés par d'autres acteurs. Et aujourd'hui, donc en 2024, on est plus sur un ratio à 30-70. Donc ça veut dire qu'il y a 70%, donc les trois quarts quasiment des dispositifs régionaux qui sont cofinancés, et en grande partie par le FEADER, donc par les fonds européens. Et ensuite, le troisième impératif de cette refonte, c'était du coup un impératif qui était dans la loi, enfin qui passait dans une loi. Et donc là, en fait, on parle de décroisement entre l'État et la région. C'est-à-dire qu'auparavant, la région avait le droit d'aller financer des dispositifs qui étaient mis en place par l'État et où l'État était instructeur de ces dispositifs et inversement. Et voilà, et depuis 2021, ça, c'est plus possible. Donc, ça a également, du coup, guidé cette refonte. Et il y a eu, dans le même temps, il y a eu des transferts de mesures de l'État vers la région. Et notamment, par exemple, les régions en 2021 ou 2022, elles sont devenues autorités de gestion pour la DJA, la dotation jeune agriculteur, et la DNA, la dotation nouvel agriculteur. Et donc, elles reçoivent chaque année les crédits qui correspondent à ces mesures. Et enfin, juste un dernier élément de compréhension de cette refonte, c'est qu'aussi, il y a eu la crise sanitaire qui a eu lieu avec du coup des subventions qui étaient exceptionnelles et avec des budgets qui étaient vraiment qui ont un peu explosé. Et donc là, 2023-2024, ça signe quand même un retour à la normale par rapport au budget. Du coup, donc là, c'est un sommaire sur les thématiques qu'on va parcourir. Donc dans chaque thématique, je vais vous présenter certains dispositifs. Donc, on va parler d'installation-transmission, d'investissement dans les exploitations agricoles, d'irrigation, de la MAEC que la région a choisie, de restauration collective ou encore d'aménagement du territoire. Donc, la première thématique, c'est installation-transmission. Je vais vous présenter en détail ces 4 dispositifs-là. Donc la DJA, la DNA que j'évoquais juste au-dessus, la foncière agricole qui a été mise en place récemment en Occitanie et qui est une première en France, et le CEFI, donc le contrat emploi formation installation. Alors la diapo d'après, je vais pas forcément là vous en parler, mais c'est juste une ressource qui permet de comprendre tout ce que la région fait en termes d'accompagnement à l'installation. Donc, je trouve que c'est une diapo qui résume bien et qui peut être utile pour vous parce qu'elle brosse un portrait assez global. Donc, vous aurez le loisir de la consulter. Alors, donc, premier dispositif, donc c'est la DJA, donc qui est dotation jeune agriculteur, donc qui est assez incontournable. Donc, elle s'adresse aux nouveaux installés qui ont moins de 40 ans. Et qui sont titulaires d'un diplôme agricole et d'un PPP, un plan de professionnalisation personnalisé. Les montants d'accompagnement, ça va de 12 000 à 23 000 euros. Et en fait, ce qui explique ces différences de montants, c'est la zone sur laquelle l'agriculteur va s'installer. Et en plus de ça, on peut avoir également des modulations ou des bonifications. Donc, par exemple, si on est en retraite familiale, si on est agricultrice, si on a un projet bio, un projet HVE, etc. Voilà. La période de dépôt des projets, c'est ouvert quasiment en continu toute l'année. Là, cette année, en 2024, c'était du 17 janvier jusqu'au 31 décembre. Et voilà. Et donc, il y a une enveloppe de 11 millions de crédits FEADER sur ce dispositif.
Ensuite, la DNA. Alors, la DNA, du coup, c'est le même principe, mais pour des profils qui sont différents, en fait, donc, ça s'adresse, par exemple, aux nouveaux installés qui sont âgés de plus de 40 ans. Donc, en fait, c'est pour essayer voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait une diversification des profils des nouveaux installants, et donc, cette dotation de nouvel agriculteur, en fait, elle a pour but euh, voilà, de combler les trous dans la raquette pour ces nouveaux installés qui pouvaient pas bénéficier de la DGA. Alors, c'est des forfaits, du coup, c'est des montants qui sont moindres, hein, ça va de 4 500 € à 11 000 €. Et en termes de modulation, bonification, c'est les mêmes types de modulation. Donc, si on est agricultrice, pardon, si on a un projet bio, etc. Mais voilà, mais le but, encore une fois, c'était vraiment d'accompagner les différents profils qui se sont diversifiés là, ces dernières années. Là, c'est une diapo qui résume un peu les différents parcours. Donc pareil, je vous la laisse à disposition dans ce diaporama. Alors, donc toujours sur la thématique installation-transmission, la région a mis en place une foncière agricole. L'objectif de cette foncière, donc, c'est d'alléger les charges financières pour que l'installation soit plus facile. Donc l'idée, c'est vraiment que l'installant il puisse prioriser son capital sur des investissements matériels. Donc comment en fait, c'est que du coup la foncière va permettre de reporter la charge financière de l'acquisition du foncier à un horizon moyen terme. Donc en fait, durant cet horizon moyen terme, en fait, c'est la durée du portage, donc qui s'étale de 4 à 9 ans. Et donc voilà, et une fois que l'exploitation est lancée entre guillemets en vitesse de croisière, elle va pouvoir racheter le foncier à la foncière agricole, et elle va le racheter au prix d'acquisition initiale. Il n'y a pas de spéculation, il n'y a pas de spéculation, heureusement. En revanche, il y a quand même des frais de portage donc, qui, selon les conditions, évoluent entre 5 et 17% du prix d'acquisition initiale. Et il y a également une redevance annuelle. En fait, durant la durée du portage, l'agriculteur, en fait, c'est comme s'il était en fermage, et il va du coup payer une redevance à la foncière tous les ans. Et enfin, juste information qui est importante aussi par rapport à ce type de proposition, c'est que inévitablement, en fait, la SAFER est vraiment partie prenante de ce dispositif. Et par exemple, elle signe une convention, il y a une convention qui est signée entre la foncière agricole et la SAFER. La slide d'après, du coup, ça résume un petit peu les différentes étapes si on veut bénéficier de cet accompagnement. Donc pareil, je vous la laisserai consulter de votre côté. Et enfin, du coup, le dernier type d'accompagnement sur la thématique installation-transmission, c'est le contrat emploi formation installation, donc le CEFI. Donc il s'agit d'un contrat de parrainage en fait qui va financer une période d'essai entre un candidat à l'installation et un agriculteur qui est à la recherche d'un repreneur. Donc en fait, sur une durée qui peut s'étaler de 3 à 12 mois, la région va rémunérer ce candidat à l'installation qui va faire un tuilage en fait chez le cédant pour transmettre toutes les informations qui sont essentielles à la reprise de l'exploitation. Donc la rémunération en fait elle va de 200 à 685 € par mois. En fait cette rémunération elle dépend des diplômes et de l'expérience du bénéficiaire, donc du candidat à l'installation. L'avantage aussi de ce CEFI, c'est qu'en fait, le candidat, il a le statut de stagiaire de la formation professionnelle, et du coup, il est couvert socialement, en fait, il va être pris en charge. Donc voilà, donc c'est vraiment un outil qui permet de faciliter la transmission des exploitations. Voilà, et enfin, alors je vous présente du coup cet instrument financier qui s'appelle Foster, qui est cofinancé par le FEADER. C'est un outil qui peut être mobilisable en fait dans beaucoup de contextes différents. Donc là, j'ai mis dans la thématique transmission-installation, mais il peut être mobilisé en fait un peu dans différents contextes. Donc ça peut être des entreprises agroalimentaires, ça peut être des exploitations agricoles qui sont installées depuis longtemps. Voilà, ça peut s'appliquer à plein de cas différents. Cet outil-là, il a 3 volets. Je ne vais pas aller trop en détail parce que je ne suis pas vraiment
un expert de ce sujet-là, mais globalement, ça permet soit d'avoir des garanties d'emprunt bancaire, soit de bénéficier de prêts, ou enfin, en fait, la région peut faire des prises de participation au capital pour le lancement des entreprises, en fait. Donc, ça leur permet d'abonder et d'avoir du capital financier pour lancer leur entreprise. Donc voilà pour cette thématique de installation-transmission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je continue. Donc là, on a un deuxième volet qui est assez conséquent et important au sein de la région. Donc on va dire, c'est le volet exploitation qui va financer les exploitations agricoles. Dans cette partie-là, il y a 4 dispositifs. Je vais vous présenter les 3 premiers un peu en détail. Donc, il y a le dispositif unique qui est cofinancé par le FEADER. Ensuite, il y aura le PASS petit investissement dans les exploitations agricoles. Et enfin, il y aura le CAD, le contrat agriculture durable. Alors, le dispositif unique, du coup, c'est le dispositif vraiment incontournable à la région. C'est le plus gros dispositif. Donc, il représente 16 millions de crédits FEANER de crédits FEADER par année. Alors là, du coup, il y a eu une annonce de la présidente au Salon de l'Agriculture avant-hier par rapport à un abondement de 22 millions en plus. Donc, a priori, en fait, ils ont reçu beaucoup de dossiers cette année, ils ont reçu 1200 dossiers. Et par rapport au contexte actuel, du coup, ce dispositif qui est très sollicité va bénéficier d'encore plus de crédits. Donc c'est un dispositif d'investissement, c'est un dispositif qui est issu d'une fusion d'une quinzaine de dispositifs qui étaient en amont de la refonte. Donc l'idée du coup, ça va être de financer en fait des investissements qui permettent de sécuriser la production, d'améliorer la qualité des produits et de renforcer la compétitivité des exploitations. Donc c'est très large. Donc on va avoir notamment un volet agroéquipement. Je reviendrai en détail sur ce volet-là parce que c'est spécifique à la gestion quantitative et qualitative de l'eau. Mais il y a un volet transition énergétique, augmentation de la valeur ajoutée de la production, transformation, conditionnement et commercialisation à la ferme, amélioration du bien-être et de la qualité au travail. Voilà, c'est vraiment un dispositif très large et qui est dimensionné pour financer des financements qui sont assez gros. Donc voilà, le plafond des assiettes éligibles, ça va de 300 000 euros à 600 000 euros quand même. Du coup, je veux bien passer à la slide d'après. Là, du coup, il y a une information qui est assez intéressante par rapport à ce dispositif. C'est sur la récurrence des aides sur la période 2023-2027. Je vous parlerai juste après du CAD, donc, qui est le contrat agriculture durable. Mais du coup, si le bénéficiaire, donc, qui sont les agriculteurs, n'a pas contractualisé de CAD avec la région, en termes de récurrence, ça va avoir le droit de déposer une seule fois un dossier au DU et une seule fois un dossier au PASS petits investissements. En revanche, si elle a contractualisé un CAD, elle va pouvoir déposer sur cette période 23-27 3 fois au DU ou 3 fois au PASS petits investissements. Donc voilà, tout ça pour dire que pour promouvoir un peu la région, pour promouvoir son outil de contrat agriculture durable, elle a mis en place ce système où on va pouvoir déposer plus si on a contractualisé. Voilà. Et du coup, le prochain dispositif, en fait, c'est le PASS petit investissement dans les exploitations agricoles. C'est vraiment le petit frère du dispositif unique. Donc, c'est sur les mêmes thématiques, mais c'est sur un dimensionnement qui est vraiment plus petit. Donc là, le plafond de l'assiette éligible, il est à 20 000 euros. Quand sur le dispositif unique, en fait, on était plus sur du 300 ou 600 000 euros. Et donc, ce dispositif, il est sur fonds propres de la région, il n'est pas cofinancé. Et là aussi, du coup, on a eu une annonce de la présidente avant-hier qui annonçait une modification du plafond. Et donc, a priori, il passerait de 20 000 à 100 000 euros. Mais c'est tout frais. Et donc, voilà, c'est affaire à suivre. On verra si ça se passe vraiment. Voilà pour ces 2 dispositifs-là. Je crois que j'ai tout dit. Ah ouais.
Alors, du coup, Alors, il y a une question. il y a une question, ouais, vas-y pour la question. Euh, Alors, nous avons sur notre territoire des agriculteurs qui nous font le retour sur ce dispositif, que des investissements étaient financés par le passé et ne le sont plus actuellement, notamment pour la récupération d'eau de pluie. Pourquoi ce choix de retirer ce type d'investissement, surtout en zone de sécheresse? Alors là, Technique. je sais Là, pas si tu as les infos, mais on note la question et on vous répondra par mail parce on n'est pas aussi pointu. ouais, là, c'est directement le chargé de mission qui est en charge du dispositif qui pourra vous répondre. Mais oui, du coup, ça doit être lié à la refonte et effectivement, il y a eu beaucoup de changements, donc c'est possible qu'il y ait des choses qui étaient C'est financées. étonnant, ouais. Une autre question. Sans vouloir être pro-chambre d'agriculture, il me semble que tous ces dispositifs sont parfaitement maîtrisés par les agents chambres qui sont en capacité d'accompagner les porteurs de projets à prendre à prétendre à ces dispositifs. Notre rôle à nous, Pat, si l'occasion se présente, me semble juste d'être d'orienter les agris ou porteurs de projets vers les chambres, CIVAM, ADR, pour se faire accompagner. Bah, après, ça dépend des territoires, Aude. Il y a des territoires où il n'y a pas forcément de lien avec la chambre d'agriculture, qui n'est pas forcément dans le copil de PAT. Enfin, il y a une grosse disparité en région. Mais oui, oui, ils sont formés, ils le savent. Mais après, il y a des animateurs de PAT qui n'avaient pas forcément la vision globale de tous ces dispositifs. Et c'est vraiment des questions qu'on peut parcourir parfois avec certains d'entre vous en points bilatéraux. Et je complète, enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis, Aude, mais du coup, le fait de les connaître, ça permet, enfin, ça facilite aussi après l'orientation vers les chambres ou les CIVAM ou les ADR. Oui, ça reste intéressant d'avoir une vision globale. Ça peut être des premières réponses et puis après une orientation vers les champs. Euh, Juste une dernière question. Y a-t-il un montant plancher pour ce dispositif petit investissement? Alors, non, je crois pas qu'il y ait de plancher. Je pourrais vérifier tout à l'heure. Mais s'il y a un plancher, il est très très faible, hein. Ça doit peut-être être 1000 ou 2000 euros. Mais je ne voudrais pas dire de bêtises, du coup, on vérifiera tout à l'heure. Mais c'est vraiment sur des, bah, comme son nom l'indique, c'est des petits investissements. Donc, a priori, le plancher est censé être bas. Et on va juste vous donner les dates. Ouais, alors du coup, c'est vrai que j'ai oublié de vous donner les dates. Donc, pour le dispositif, pour le pass petits investissements, le calendrier de dépôt, la date n'est pas encore fixée, mais ça devrait ouvrir entre le 2 et 15 mars et ça va se clôturer au 30 novembre. Donc, pareil, c'est quand même ouvert quasiment en continu sur une grosse partie de l'année. Et pour le dispositif unique, il n'y a pas encore de date précise pour 2024, mais l'année dernière, à titre d'exemple, ça a été ouvert du 14 juin au 30 novembre. Donc, ça sera probablement dans les mêmes eaux, donc plus en deuxième partie d'année. Il y a une question de Juliette qui m'intéresse aussi. Est-ce qu'il y aurait une liste des exemples de petits investissements financés euh, à partager? C'est vrai que Oui, voilà, bah, la plupart des agris, ils ne se sentent pas concernés parce que c'est toujours la plupart du temps des gros investissements. Et du coup, ça serait intéressant de savoir ce que. là, il me Je vais aller semble que je chercher vais ça. faire financer une serre, par exemple, là-dedans. Euh, Et de toute façon, sur la page internet, on va remettre le lien vers le dispositif et il y aura toutes les règles et le type. Dans les dispositifs région, dans les règlements, il y a toujours marqué le type de projet qui peut être éligible. Il y a des Enfin, il exemples. détaille, ouais. Ah oui, oui. Oui, Ah ouais. Oui, oui, il y a une liste. Attendez, bah, du coup, dépenses éligibles, c'est des annexes en fait. Il y a même la liste des dépenses inéligibles. Donc, ça peut être aménagement intérieur des bâtiments d'élevage, matériel et équipement pour les productions animales. Donc, il y a cette partie-là. Équipement de production des filières végétales, investissement lié aux activités de transformation et de commercialisation à la ferme et aux activités agritouristiques. Investissement permettant la protection des ressources naturelles, donc ça, c'est des agroéquipements. Équipement permettant l'amélioration de la performance énergétique. Investissement lié à l'amélioration du bien-être et à la qualité du travail. Donc ça, c'est les thématiques. Et après, en annexe du coup du document PDF là, que vous trouvez sur le site, il y a vraiment le détail. C'est pour les petits investissements. Et ça, c'est pour les petits investissements, mais pareil pour le dispositif unique. Hein, tout est très détaillé.
Mais oui, ça peut être des serre-tunnels, des multi-chapelles pour le maraîchage, par exemple. Euh, pour l'aménagement intérieur des bâtiments, ça peut être système de traitement filtration des eaux de pluie issues des bâtiments. Du coup, on a une partie de la réponse là. Ouais, c'est étrange, du coup. Voilà. Mais du coup, c'est très long. La liste est très longue. Là, ça fait plusieurs pages. Donc, Ouais, il y avait un détail, la Juliette, qui demande s'il y a des filets pour le maraîchage. Je pense qu'il faudra aller voir. on va aller voir, ouais. Ouais. Et il y a, il y a Fabien aussi qui demande pour le pass petit investissement, un exploitant peut faire un dossier par an. Donc, c'est oui, le nombre de dossiers par an. Et ben ça, du coup, c'était ce que je vous ai expliqué par C'est rapport fini, ou au, pas ouais, par rapport au contrat agriculture durable. Donc, en fait, sur la période 2023-2027, s'il n'y a pas de contrat agriculture durable, ça sera soit deux passes petits investissements, soit un DU et un pass petits investissements. Ou soit s'il y a un cadre, du coup, ça va être soit 3 DU, soit 3 passes petits investissements. En gros, il faut un cadre pour que ça soit Mais ouais, vrai. du coup, ça, c'est vraiment l'information intéressante à donner aux agris. Est-ce que c'est facile d'avoir un CAD ou... Ouais, bah justement, du coup, je vais vous en parler. C'est la diapo juste d'après. Incroyable. Donc, le contrat agriculture durable, c'est un nouvel outil d'accompagnement de la transition. C'est un dispositif qui va financer du temps d'accompagnement. Donc, l'élaboration de ce contrat-là, en fait, ça va comprendre un état des lieux de l'exploitation qui est basé sur 4 axes de durabilité non, qui sont pas sous vos yeux. Donc un état des lieux, une trajectoire de transition et un plan d'action sur 5 années. Euh, Sachant que une fois que cet état des lieux est réalisé, en fait, du coup, la structure d'accompagnement, elle va envoyer euh, tous ces documents à la région qui va valider ou non ces éléments. Donc la structure d'accompagnement, elle est sélectionnée par la région. Il y a 36 structures qui sont sélectionnées sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est la première étape, c'est le point de départ. Mais du coup, grâce à ça, l'agriculteur va avoir un plan d'action, ça va pouvoir l'aider à mener à bien sa transition. Et ensuite, il y a un bilan intermédiaire entre la deuxième et quatrième année. Et en dernière étape, en fait, on a la réalisation d'un bilan final pour voir un peu ce qu'il en est. Donc en fait, ce dispositif, il va financer du coup les structures d'accompagnement. Et du coup, n'importe quel agriculteur en région Occitanie, il peut assez facilement mobiliser une structure d'accompagnement pour se faire accompagner et pour contractualiser ce cadre. Donc voilà, pour répondre à la question, a priori, oui, c'est quelque chose qui est quand même assez accessible. Euh, Du coup, la troisième thématique, c'est plantation, enfin le troisième gros package de dispositifs qui est incontournable à la région, c'est plantation au sein des exploitations agricoles. Je ne vais pas vous le détailler enfin, je vais pas aller faire des focus sur chacun des dispositifs parce que enfin, le titre est assez équivoque et vous pourrez trouver tous les détails sur le site internet. Ouais. Mais il y a une question. Ouais, juste avant d'entamer cette nouvelle thématique, et est-ce qu'il y a une liste des structures qui accompagnent le cadre? Oui, la liste elle est accessible sur la page internet normalement. Ouais. Bon, bah, Hugo, merci. Il a mis le lien. Belle réactivité. Mais voilà, c'était juste pour que vous sachiez que donc la région elle accompagne la plantation des vergers, la plantation de vignes également. Et sur ce dispositif, en fait, on va cibler les jeunes agriculteurs et les nouveaux installés. Il y a aussi des aides à l'installation sur les systèmes agroforestiers. Et enfin, il y a des aides pour la plantation des cultures émergentes. Donc là, vous avez les slides qui correspondent, mais je vais les passer, c'est vraiment, ce sera pour vous. Et voilà, je voulais juste vous dire que ce qu'on appelle culture émergente à la région, du coup, on parle de l'asperge, du pistachier, du kaki, des houblonnières, des pommes ou encore des châtaigneraies. Voilà, c'était juste à titre d'information parce que quand on parle de culture émergente, on n'a pas forcément une idée précise de ce qu'il y a derrière, On n'est pas sur la banane et l'avocat. par exemple. Euh, Ensuite, du coup, on a la thématique irrigation. Donc là, je vais vous faire un rappel d'un des volets du dispositif unique. Et du coup, il y a aussi une mesure le volet collectif des infrastructures hydrauliques que je vais vous présenter
maintenant. Je veux que tu reviennes à l'avant. Ah non, pardon. Celui-là? Ouais, du coup, je vais commencer par ça. Ok. Donc, ce dispositif-là, la différence fondamentale qu'il y a avec le dispositif, enfin, avec le volet gestion quantitative de l'eau du dispositif unique, c'est qu'en fait, ici, on va financer le transport de l'eau de la ressource jusqu'en amont de la parcelle, alors que sur le dispositif unique, en fait, on va financer des équipements qui sont sur la parcelle, à l'échelle de la parcelle. Donc, voilà, en jargon, on appelle ça donc le transport de l'eau de la ressource jusqu'en amont de la parcelle, c'est ce qu'on appelle le réseau principal. Les principaux bénéficiaires de ce dispositif, en fait, c'est les ASA, donc les associations syndicales autorisées. Donc, en fait, une ASA, c'est une asso qui va regrouper l'ensemble des propriétaires sur un périmètre et qui va réaliser des travaux collectifs voilà, qui sont liés à l'hydraulique. Donc, en général, du coup, ça va être des groupements d'agriculteurs, en fait. Dans ce dispositif, il y a deux volets. Le premier volet, c'est un volet qui va traiter la modernisation des infrastructures pour faire des économies d'eau. Des économies d'eau. Donc ici, le bénéficiaire, il va s'engager à moins consommer et à moins prélever l'eau. Et le second volet, il va plutôt aider en fait le déploiement de nouveaux accès à la ressource en fait. Donc là, on est plus sur de l'augmentation des surfaces irriguées. Euh, Petite info par rapport à cette thématique, le sujet des retenues collectives, il est pour le moment mis de côté. Après, rien de sûr, mais a priori, il y aura un dispositif spécifique aux retenues collectives, mais qui arrivera plutôt en 2025. Bon, mais celles-là, c'est des informations qui ne sont pas du tout encore officielles. Et donc, pour le moment, il n'y a que le volet collectif qui est disponible. Mais à l'automne, il y a le volet individuel qui devrait sortir. Donc là, ce sera du coup à destination des agriculteurs. Voilà. Et en termes de calendrier, ce dispositif, il est ouvert du 15 avril au 11 juin avec une enveloppe de 5,8 millions. Euh, Voilà pour ça. Et ensuite, du coup, bah, on peut passer donc à ce fameux volet agroéquipement du dispositif unique. Et par contre, j'ai perdu ma diapo. Elle est au-dessus. Celle-là, non? Ah oui. Donc, Ah, et j'ai une question. Quelles sont les conditions pour les EPCI? c'est-à-dire, alors on est sur quel dispositif du coup? Ah oui, EPCI sous condition. EPCI sous mesure. Ah, j'ai pas l'information, désolé. J'irai chercher tout à l'heure. Ouais, on vous répondra par mail. Donc, pour le dispositif unique, donc là, encore une fois, c'est séparé en deux volets. On a un volet sur la préservation des cours d'eau et sur les points d'abreuvement. Euh, donc, sur la préservation des cours d'eau, par exemple, ça peut être des mises en défend. Donc, ça va être tout simplement des barrières pour éviter que les troupeaux s'approchent trop près des zones, ou ça peut être également des zones artificielles, des zones tampons humides. Et ensuite, on a un volet équipement, qui est peut-être le principal volet. Et donc là, comme je vous disais, c'est vraiment des économies d'eau à la parcelle. Donc ça peut être du goutte à goutte ou ce genre d'équipement. Euh, voilà. Et donc ici, les bénéficiaires, du coup, c'est bien les agriculteurs. C'est pas des groupements d'agriculteurs ou des ASA. Taux d'accompagnement, on est sur entre 40 et 60% avec des bonifications si l'agriculteur est sur un parcours d'installation, s'il a un projet bio ou s'il est en zone de montagne. Euh, et voilà. Et donc les plafonds des assiettes éligibles, bah, c'est les mêmes qu'on avait tout à l'heure, hein. C'est entre 300 et 600 000 euros, suivant les. Le statut intime. Ouais. Ensuite, du coup, je vais vous parler de la MAFC qui a été retenue à la région parce que en fait, les MAFC, donc, c'est des outils qui sont déployés au niveau régional. En fait, le cadre des MAFC, c'est le PSN, le plan stratégique national. Il y a toute une série de MAFC qui est disponible et chaque région, en fait, va faire son marché et va choisir laquelle déployer sur son territoire.
À la région, du coup, celle qui a été choisie, c'est amélioration de l'autonomie protéique en élevage. Et donc, juste pour rappel, une MAEC, c'est une contractualisation entre une collectivité territoriale et un agriculteur. La collectivité s'engage à rémunérer l'agriculteur et en échange, l'agriculteur va changer ses pratiques pour réduire son impact sur l'environnement. Et donc vraiment, donc le forfait de la MAEC, c'est vraiment une compensation financière pour compenser les surcoûts en fait, ceux qui sont liés au changement de pratique. Donc cette MAEC, pardon, c'est une approche progressive globale, personnalisée et forfaitaire. C'est une approche progressive parce qu'il y a, comme pour le CAD, en fait, il y a un diagnostic initial et un plan d'action sur 5 ans qui est établi au début. C'est une approche qui est personnalisée parce que l'agriculteur en fait, va pouvoir choisir 2 blocs techniques sur les 4 proposés. Et enfin, c'est une approche qui est forfaitaire parce que du coup, c'est un forfait fixe qui est établi sur 5 ans et donc c'est 18 000 euros sur 5 ans, ce qui représente 3 600 euros par an. Et donc voilà, l'objectif de cette MAC, c'est vraiment de favoriser la transition des exploitations vers des systèmes plus durables. Euh, et donc voilà, encore une fois, ça accompagne les surcoûts et les manques à gagner qui sont liés à ce projet de transition. Donc là, pour le coup, c'est un contrat entre les collectivités et l'agriculteur. Donc c'est aux collectivités. Du coup, là, c'est entre la région D'accord, la région. Ok. et Donc l'agriculteur. là, pareil, la collectivité, elle n'intervient pas. Non, non, du coup. Voilà, c'est une information. Ensuite, sur la thématique aménagement du territoire, on a un dispositif qui s'appelle Coopération territoriale. Il est cofinancé par le FEADER. Et donc, pour info et pour ceux qui sont là depuis un certain temps, en fait, c'est les anciennes mesures 16.7 et 16.2. 7.2. Ah, C'était Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. 16.7 et 16.7.2. ah, ok, d'accord. Moi, j'étais pas là. Et donc, ce dispositif, en fait, il permet d'accompagner des projets de territoire qui vont favoriser le développement économique et, en fait, par des projets qui visent la transition de l'agriculture. Donc, concrètement, en fait, il s'agit d'accompagner des actions qui permettent de déployer une agriculture durable en s'appuyant sur les 4 axes que vous avez sous les yeux. Euh, et, et des actions aussi qui vont permettre de contribuer à augmenter les revenus des agriculteurs à créer de la valeur en fait sur leurs produits. Donc on a des objectifs de déploiement d'un programme d'action opérationnel. On a un deuxième objectif de financer de l'animation des projets de territoire. Donc c'est pour ça qu'ici je vous ai mis que c'est une subvention de fonctionnement. Donc des dépenses de personnel et des prestations peuvent rentrer dans ce dispositif-là. Et enfin, il y a un objectif de favoriser le partenariat entre différents acteurs publics et privés, voilà, dans l'idée d'avoir vraiment une réussite de projet collectif. Les projets qui sont présentés, ils doivent être opérationnels et avoir un impact direct et pas un impact induit. Ils doivent être conduits à un niveau local, donc infradépartemental. Et à minima, en fait, les projets doivent présenter 3 actions et chacune de ces actions doit être attachée à un axe particulier avec l'axe 4 qui est obligatoire. Euh, et voilà. Et donc, pour illustration, en fait, ça pourrait concerner des actions de création d'activités, donc installation-transmission, des actions de développement de circuits courts, de recherche d'approvisionnement pour la restauration collective, des actions d'offres de produits locaux sur des sites remarquables. Donc là, on est plus en lien avec le tourisme, encore des actions de structuration et développement de filières locales. Et du coup, pour être encore plus concret, je vais vous donner un exemple qui pourrait rentrer dans ce cadre-là. Donc, un territoire qui voudrait financer un projet de relocalisation de l'alimentation en fournissant la restauration collective par des agriculteurs locaux, c'est tout à fait éligible à ce dispositif. En revanche, mettre des menus végétariens dans des cantines, c'est pas forcément éligible parce qu'il n'y a pas de lien direct avec le monde agricole. Donc, une des conditions vraiment pour rentrer dans ce dispositif, c'est qu'il y ait un lien direct avec le monde agricole. Mais voilà, mais là, on voit bien que du coup, les PAT, en fait,
vraiment exemplaire et tout à fait éligible à ce dispositif-là. J'ai une question. Une question. Pourquoi les SIC, qui sont des structures économiques collectives, ne sont plus éligibles dans ce dispositif alors qu'elles l'étaient dans le dispositif 16.2? Ça, j'ai pas la réponse. On va se renseigner. Une autre question, Elisa, pour la Restauco, agriculteurs locaux, ceux du territoire ou aussi agri-régionaux? Là, je pense que ce sera plutôt sur le territoire, hein. C'est plutôt des projets qui sont locaux et infradépartemental, donc on est plus sur cette échelle. Et juste pour réinsister, en fait, c'est peut-être le seul dispositif sur lequel vous pouvez faire financer un bout de votre poste de fonctionnement sur un projet. Alors, pas la totalité, mais en fléchant des jours de travail sur le projet en question. Et du coup, pour terminer sur ce dispositif-là, la durée maximale des projets, c'est 2 ans. Il y avait peut-être Juliette qui pouvait témoigner sur Ah bah oui, comme exemple. Non, juste nous, on est en train de répondre à l'appel à projet du dispositif coopération. Effectivement, on a fléché du temps d'animation en interne, mais vraiment sur des actions très opérationnelles. Du coup, on ne peut pas du tout financer de la coordination de projet voilà, sur ce dispositif, mais par contre, du coup, c'est vraiment de l'animation d'actions qui ont des retombées, voilà, comme ça a été bien dit. On ne sait pas encore si toutes les actions qu'on propose vont vraiment rentrer dans ces clous-là, parce que c'est vrai que bah, on a quand même déposé des actions sur la restauration collective et on ne sait pas effectivement si, par exemple, voilà, elles seront jugées suffisamment avec des répercussions sur la profession agricole et les revenus des agriculteurs. Mais voilà, on n'est pas, enfin, je ne saurais pas non plus répondre à des questions précises. C'est la, Voilà, on va voir ce que ça donne. c'est la première année de programmation du dispositif et on va être associé à l'évaluation. Donc, on va voir effectivement. Enfin, je n'ai même pas la réponse sur ce que tu viens de dire. Ça, à mon avis, ça va être de l'arbitrage au cas par cas. Faut que ça soit très clair que le projet dans la restauration collective sert l'agriculture du territoire. Après, je ne sais pas s'il y aura des allers-retours pour pouvoir voilà, expliquer le cheminement que nous, on a fait. On essaye de l'expliquer dans les fiches actions, mais c'est vrai que... Dans la 16-7, il y avait beaucoup d'allers-retours avec les porteurs de projets. Il y avait beaucoup de questions qui étaient posées, donc je pense que là, ça va être le même fonctionnement, en fait, pour éclaircir. Ok, d'accord. Et oui, je ne sais plus si vous l'avez dit, mais du coup, c'est sur plusieurs années. On peut y postuler, enfin, y candidater une fois. Voilà, donc nous, on le fait maintenant, mais ceux qui ne le font pas maintenant pourront le faire dans un an. Ouais. Merci, Juliette. Elisa, pour Restauco, soutien développement de nouvelles filières seulement et aussi aide à animation de filières existantes. Ah, c'est des informations qu'elle nous donne là, c'est ça? Non, une question. C'est une question. Lisa, peut-être tu peux. Lisa, tu peux prendre la parole? Ouais. Oui, bonjour, désolée. Je m'interroge en fait sur l'animation, enfin, plan d'animation de filières existantes, l'approvisionnement de la Restauco. Est-ce que ça peut être éligible ou est-ce que les financements seront plutôt orientés vers le développement voilà, de nouveaux circuits avec les agriculteurs locaux? Je ne sais pas si je suis claire. Si, t'es clair. J'ai plus en tête le pourtour, mais je crois pas qu'il y avait un côté nouveauté parce que tu peux très bien dire que tu fais ça parce que il n'y a pas de lien en fait et que ça, si tu animes la filière existante, c'est aussi pour favoriser son développement économique. Oui, J'imagine savoir de ce constat-là. ok. Après, il est clôturé, non, ce dispositif? C'est Euh, en instruction là, non? alors en fait, il était ouvert du 8 mars 2023 et il se ferme le 28 mars prochain là. Donc il reste un mois. D'accord. Et ce, pour toute la durée de programmation. Non, il va être réouvert, mais l'année prochaine aux mêmes dates. Mm. Et mon D'accord. point, c'est que si tu n'avais pas déposé cette année, je t'invitais à je te donnerai le contact de la chargée de mission pour te faire préciser ça. Une fois que tu as déposé ton dossier, elle est partielle, donc elle peut pas dire, mais là, après, elle peut aiguiller sur la construction de dossier. Ok, merci. Et après, je vous invite aussi à aller sur le lien que je vous ai mis sur la diapo, à aller télécharger le dossier et les PDF parce qu'ils sont quand même assez
Enfin, vous aurez peut-être toujours des questions qui seront en suspens, mais il y a quand même plein d'informations, c'est bien expliqué. Mais oui, en tout cas, oui, du coup, effectivement, il y a un projet par territoire sur toute la programmation, comme l'a dit Juliette. Et voilà, et à titre indicatif, donc les bénéficiaires, vous les voyez sur la diapo, et à titre indicatif, en fait, les communes et les départements ne sont pas éligibles. Et voilà, et là, je pense qu'on a fait le tour sur ce dispositif. Donc ici, une petite diapo donc, pour vous parler du programme LEADER. Donc LEADER, c'est liaison entre les actions de développement de l'économie rurale. Ça fait partie du FEADER. Enfin, c'est un des axes en tout cas. Donc c'est vraiment, là, l'idée, c'est vraiment de soutenir des projets de développement dans le milieu rural, et notamment, enfin, en particulier dans des zones dont la population est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants. L'objectif, c'est de revitaliser les zones rurales et de créer des emplois sur ces territoires isolés. Euh, Comment ça se passe? En fait, ça passe par des projets d'expérimentation, de coopération territoriale et de création de dynamiques de réseau entre les territoires. Donc, ce sont les GAL, les groupes d'action locale, qui gèrent ce programme. Et donc, comme l'a dit, je crois que c'était Aude, je sais plus. Effectivement, du coup, la thématique alimentation, elle peut rentrer dans les fiches d'action du GAL, mais c'est vraiment un choix politique si la thématique est retenue ou pas. Donc là, je vous invite à vous rapprocher des référents des différents GAL. Et pour ça, du coup, je vous ai mis un lien avec la carte des GAL sur le site leaderfrance.fr. Du coup, quand on clique en fait sur son territoire de GAL, on a directement les coordonnées des référents. Euh, voilà. Et là, du coup, je voulais peut-être faire un petit focus sur un exemple de ligne de partage, d'articulation entre un projet avec le dispositif qu'on a vu juste avant, Action territoriale, en fait. Et donc, pour reprendre l'exemple avec les menus VG, euh, Excusez-moi, je n'ai plus de son. Moi non plus. Oui, moi non plus. attends. Ah, Ah, c'est bon. Normalement, c'est bon, c'est revenu. Je crois on avait un faux contact. ouais. Vous nous entendez? C'est bon, oui. Trop bien. Merci. Du coup, donc voilà, pour cette articulation-là, donc on peut faire financer la relocalisation de l'alimentation et l'approvisionnement de la Restauco par le dispositif Action collective, et du coup voilà, la mise en place de menus végétalisés dans les cantines. Ça, typiquement, ça peut éventuellement être financé par Leader. Donc voilà, c'est juste pour vous donner, peut-être que ça peut inspirer certains d'entre vous, cette articulation entre les différentes thématiques. Et juste pour Leader finance des postes, peut financer des postes d'animateur de PAT en fléchant du temps de travail dans les fiches actions sur l'alimentation de l'animateur de PAT sur les projets dédiés. Après, leader, faut avoir de la trésorerie, quoi. Oui, oui. Comme tout sur le FEADER. Il faut être sur un Ouais. territoire de gage. Oui, oui, oui. Ouais. Oui. Après. Alors ensuite, bon, on a un dispositif sur la diffusion de connaissances, donc c'est de la formation. Mais ça, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Et ensuite, sur les filières, on a du coup, je vais vous présenter rapidement le plan bio 2023-2027, donc, qui est voilà, un cadrage politique. Donc sur un budget de 134 millions d'euros, il y a un double objectif. Le premier, c'est d'essayer de doubler la consommation alimentaire en produits bio des ménages à horizon 2027 et d'augmenter la surface en agriculture biologique. Là, actuellement, on est à 20%, il me semble, en Occitanie. Et voilà, essayer de passer à 25%. Donc voilà, ce plan bio, il est structuré autour de 6 axes que vous voyez apparaître.
Et voilà, pour information, des actions phares, Aubin vous en a parlé tout à l'heure, mais il y a la semaine de l'agriculture bio qui va se dérouler en juin prochain. On va avoir aussi un développement et un soutien financier assez fort pour accroître la part, avec un T, désolé pour la faute, la part de bio dans les cantines. Et enfin, il y a aussi la poursuite de l'aide au maintien à l'agriculture bio qui a été votée et qui représente quand même 12 millions d'euros d'aide pour aider les producteurs en agriculture biologique. Voilà, une slide sur les signes de qualité et agriculture biologique. Pareil, je vous laisserai la consulter. Je ne vais pas forcément vous la présenter ici. Et là, par contre, je vais vous parler donc, de ce dispositif qui s'appelle Soutien aux investissements des entreprises agroalimentaires, cofinancé par le FEDER. Comme son nom l'indique, c'est vraiment pour soutenir les entreprises d'agroalim d'Occitanie quand ils ont des projets stratégiques et structurants de développement. Et donc, notamment, les projets ciblés, ça va être des projets qui relocalisent l'alimentation. Voilà, donc des projets de circuits courts de proximité, par exemple. Ça peut être des projets qui effectuent la transition agroécologique pour une alimentation durable. Et voilà, donc concrètement, ça peut être, ça va financer des outils de transformation, de stockage, de conditionnement, de commercialisation ou des projets de diversification d'activités, donc des projets agrotouristiques. Voilà, et les périodes de dépôt, je vous les ai mis aussi dans le diapo, dans les notes, si ça vous intéresse. Voilà, mais en tout cas pour 2024, c'est ouvert depuis le 1er février et ça ferme le 28 mars, donc dans un mois également. Voilà, il y avait peut-être juste avant, il y avait une slide sur le pastoralisme. Pardon, après. Elle n'y est pas. Ok. Non, tu dois l'avoir, Ah oui, j'ai masqué. Ok. On la démasquera, mais il y a des actions sur le pastoralisme. On n'allait pas faire de focus, mais ça sera disponible dans le PowerPoint. Alors du coup, donc là, on a fait le tour un peu des dispositifs au sein de la Delta. Et là, on va passer aux dispositifs qui sont en dehors de notre direction. Donc par exemple, à la direction de la transition écologique et énergétique, on a un dispositif de soutien au développement de l'EEDD, donc l'éducation à l'environnement et au développement durable. Donc en fait, on a deux parties dans ce dispositif. Je vous ai fait deux diapos. La première partie, c'est plutôt du coup du fonctionnement. Donc on va soutenir des actions ou des réseaux, donc des actions de EEDD qui doivent permettre de faire comprendre la notion d'éco-citoyenneté et d'essayer d'impulser des changements de comportement, en fait, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Les bénéficiaires éligibles, ce sont principalement les collectivités, mais pas que. Et au niveau du calendrier, du coup, ça va être en fait au 30 novembre de l'année N-1. Donc, globalement, là, ça va être disponible, ça va être ouvert à partir de juillet et ça va être disponible jusqu'au 30 novembre. Et par contre, les résultats du coup des lauréats, ça passera en CP en juin 2025. Donc, il faudra attendre un peu. Et ensuite, du coup, il y a ce deuxième volet-là où c'est plus de l'investissement. Enfin, c'est de l'investissement. Donc là, on est plus sur du soutien, de la création d'outils pédagogiques innovants et, dans la mesure du possible, de grande qualité éducative. Et donc là, les bénéficiaires éligibles, ce sont des structures de l'EEDD qui sont vraiment reconnues pour avoir des compétences dans ce domaine. Nous, on avait un exemple concret. Avec Aubin, on avait mobilisé sur une opération Bien manger pour tous un escape game sur les perturbateurs endocriniens qui avait été organisé par le CPIE de Lozère. Et voilà. Et pour le calendrier de dépôt, du coup, c'est vraiment les mêmes dates que le versant fonctionnement de ce dispositif. Une question, c'est sur combien d'années le financement du fonctionnement? Pour l'EEDD, ça, je sais pas. Pour combien d'années, j'imagine que c'est
1 ou 2 ans, je pense. Max 2 ans. Bon, on regardera, on vous mettra la réponse, on regarde les règles du dispositif. Et l'autre question, ces 2 volets permettent de financer des actions, fonctionnement et investissement de EDD. Quel est le contact de ce service? Alors, oui, mais c'est 2 dispositifs différents, c'est soit l'un, soit l'autre. Et les contacts, ils seront sur le lien de la page internet. Le chargé de mission s'appelle Yana Bono, mais certains d'entre vous diront qu'il ne répond jamais. Donc, Oui, donc voilà. Mais c'est un dispositif qui en fait est de plus en plus sollicité. Ils avaient fait ça qu'avec une dimension climat-environnement et de plus en plus de projets alimentaires émergent parce qu'on est dans la liste et qu'on envoie des projets. Yann Abono. il y a aussi Justine Nieto, je vous ai mis ses coordonnées là. Mais vous pouvez les trouver directement si vous cliquez sur le lien de la diapo, vous aurez les coordonnées de Yann et de Justine. Alors, est-ce qu'il existe un tableau avec l'ensemble des dispositifs, les échéances et les contacts? A priori, pas encore, mais je peux transformer ce travail de diapo là en tableau. Ça peut être. Peut-être partie d'un tableau à la base en plus. Non. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au début de ce travail-là, donc oui, je pourrais finaliser ce tableau-là. Bonne proposition. Ça pourrait être un livrable intéressant. Mais bon, après, avec le problème que bah, du coup, il sera obsolète d'ici 1 an. Avec les échéances. Ouais. Alors ensuite, donc, bah, juste pour info, la région accompagne également à la réalisation d'unités de production de biogaz. On a également un dispositif mieux trier et recycler les déchets. Donc c'est un dispositif d'investissement. Ensuite, il y a la direction de l'aménagement et de l'immobilier qui nous propose un dispositif pour la reconquête des friches en Occitanie. Donc ça, peut-être que ça peut être intéressant, mais c'est sur des projets qui sont assez conséquents si on regarde les plafonds des subventions. Mais ça peut financer à la fois des travaux, des études préalables ou des grands projets démonstrateurs, donc qui sont particulièrement innovants. À la direction de l'action territoriale, on a un dispositif là sur lequel je vais un peu rentrer dans le détail. Attends, on a une question. Ah, ok, Aude a précisé. Ok, non, c'est bon. Ouais. Merci Aude pour le lien, mais effectivement, parfois ça peut être. Enfin, du coup, le site de la région, il fonctionne par thématique et sous-thématique, mais des fois, c'est pas évident d'avoir une vision globale avec ce type d'outil de recherche en fait. Et c'est vrai que du coup, l'avantage d'un tableau, ça pourrait tout condenser. Donc, le dispositif restauration collective, en fait, tout simplement, on va financer l'évolution ou la transformation des cantines qui vont s'engager vers plus d'approvisionnement local et bio. Et donc ça, c'est dans une optique de satisfaire la loi Egalim. Et il faut également que les cantines aussi s'engagent dans une démarche d'animation sur l'alimentation durable. Donc ils animent cette démarche auprès des élèves, des enseignants et des parents d'élèves. Il y a des conditions d'éligibilité, et notamment la première, c'est que la structure soit engagée dans une démarche de PAT ou une stratégie assimilable. La deuxième condition d'éligibilité, c'est qu'il faut qu'il y ait la signature d'une charte d'engagement. Cette charte, elle va indiquer les moyens mis en œuvre par la structure pour privilégier les circuits courts et les produits de qualité. Elle va devoir y consacrer au minimum 50% des achats annuels en volume financier, dont la moitié de ces 50% en agriculture biologique. Dans cette charte, pardon, il y a aussi du coup les moyens mis en œuvre pour réduire les emballages et le gaspillage alimentaire. Les actions pour engager, les actions engagées de sensibilisation à destination des consommateurs, donc ça va être principalement les élèves. Et enfin, de quelle manière, il faudra qu'elle indique de quelle manière ces actions de communication qui vont valoriser les produits de qualité et de proximité seront mises en œuvre. Et du coup, il y a une spécificité sur les établissements scolaires qui devront prévoir des actions éducatives auprès des élèves, ainsi qu'un dispositif d'information, d'animation, voilà, comme je vous disais, auprès des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves.
La question, ouais. Juste pour ceux qui sont déjà à 50%, est-ce qu'ils sont éligibles aussi? Bah, oui, parce que c'est à consacrer Au moins. Oui. Et donc, pour information et pour bien comprendre, ce dispositif, en fait, il cible uniquement les espaces de transformation et de conservation des produits frais. Et donc, ces espaces-là qui ont pour objectif, voilà, de produire les repas. Et donc, à titre d'exemple, les travaux éligibles, ça va être des travaux de réhabilitation, de construction, d'adaptation des cuisines centrales ou collectives, qui vont nécessiter, en fait, qui sont nécessaires à la transformation sur place des produits frais. Ça peut être aussi des achats de matériel de cuisine qui vont être plus adaptés aux nouveaux modes de production. Donc, ça peut être des hachoirs industriels, des fours, etc. Et il y a aussi une partie des dépenses éligibles qui est sur les frais de maîtrise d'œuvre, mais qui est plafonnée à 10% du total des dépenses éligibles. Et pour aller plus loin, du coup, les dépenses éligibles les dépenses inéligibles, celles qui sont exclues, ça va être par exemple les acquisitions immobilières, les lignes de self, et les salles de restauration ou encore les investissements qui sont les investissements au point d'arrivée des liaisons chaudes ou froides. Pas de questions? Et voilà. Et enfin, du coup, Si, il y a une question. Ouais, s'agit-il d'un dispositif sur fonds propres de la région? Oui. C'est un dispositif qui est mobilisable une fois là, sur la période 2022-2024. Donc, c'est encore possible de le mobiliser en 2024. En revanche, le calendrier de dépôt, c'est assez technique et assez compliqué. Ça dépend des territoires. Et en fait, c'est en lien avec la programmation annuelle des contrats territoriaux. Et donc là, du coup, si vous voulez savoir quand est-ce que vous pouvez déposer, il faut se rapprocher des référents territoriaux. Il y a une autre question. Ouais. Alors, 30%. Taux max d'aide publique. Non, 30% de la dette de la région. Le régime d'aide qui est apposé, il peut y avoir du cofinancement. Et après, on parle de délai pour atteindre les 50%. Ça, j'ai pas la réponse. On regardera. Voilà. Et ben, du coup, on est un peu en avance, mais on a fait le tour des dispositifs qu'on voulait vous présenter. Du coup, juste une petite diapo pour essayer de faire un bilan de tout ça. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'était voilà, que vous ayez une meilleure connaissance de ce qu'on peut faire à la région. Donc, de comprendre un peu les compétences et les rôles de notre institution. Voilà, avec le rappel de la loi NOTRe et de nos compétences, notre posture dans le fait qu'on ait une mission de représentation dans différentes instances, qu'on anime des réseaux, etc. Voilà, à retenir aussi, c'est qu'on finance des territoires à travers des cadres d'action publique, donc des pactes ou des plans, ou les CTO, par exemple, aussi. Et enfin, du coup, en 2023, c'est vraiment une année qui marque un retour à la normale en termes d'équilibre budgétaire. Et voilà. Et pas oublier que du coup, en 2021-2022, il y a eu une grosse refonte et que du coup, le FEADER, en fait, comme je vous avais dit, il y a quand même 70% maintenant des dispositifs qui sont cofinancés et que du coup, le cadre donné par le FEADER, en fait, il va impacter fortement les mesures qui sont mises en place à la région. Étant donné que le FEADER est omniprésent dans nos dispositifs, du coup, son cadre à lui va impacter directement nos dispositifs. Alors, dans le chat, je vous retrouverai aussi un contact pour un... Pour le dispositif cantine, c'est Eliakou, qui est la référente des contrats territoriaux de Toulouse et Haute-Garonne. Et c'est elle qui gère le dispositif que nous on appelle cantine, mais qui s'appelle Transition vers une alimentation durable. Je ne sais plus.
Peut-être que là, on peut prendre un temps d'arrêt avant de vraiment conclure sur notre dernière slide. Est-ce que... j'arrête le partage. On vous réaffiche dans notre salle. Est-ce que certains d'entre vous veulent prendre la parole, poser des questions? Peut-être témoigner aussi. Anne-Sophie Eliakou, elle gère c'est elle qui gère le dispositif cantine pour toute la région Occitanie. C'est juste que pour info, c'est la référente territoriale côté Oui, moi je me permets d'intervenir du coup, pas forcément pour un retour d'expérience, mais déjà remercier les équipes pour ce boulot parce que pour nous c'est quand même super précieux d'avoir un rassemblement de toutes ces infos. Donc merci beaucoup à vous. Et pour mettre un petit coup de pression après ce remerciement, est-ce que vous savez dans quel délai on pourra avoir le support de présentation? Je ne parle pas du tableau, Florian, mais le PowerPoint, quoi. la semaine prochaine. Hein. Semaine prochaine, en général, on est sur une semaine de délai entre les webinaires et la mise en ligne. Donc, l'enregistrement sera en ligne, le PowerPoint, le guide des maires aussi, Le compte rendu. le compte rendu qui est un bon outil. Et le tableau, Florian repart 3 semaines à l'école, donc ça sera à son retour dans 3 semaines. Ok, super, merci. À l'école. Ouais. C'est ça. Eh oui. Est-ce que certains veulent témoigner? Je ne sais pas Parce qu'en fait, c'est vrai que là, on repart sur une nouvelle programmation, donc personne n'a de réponse pour le DU ou la mesure coopération. Peut-être témoigner de la manière dont, je sais pas, la lourdeur que ça peut être de répondre aussi à un dispositif. Je sais pas. Oui, ouais, mais c'est ça aussi, c'est la différence avec les crédits du plan de relance, c'est qu'il y a eu une immédiateté des crédits du plan de relance parce qu'ils devaient engager. Mais c'est vrai que entre le dépôt d'un dossier à la région, l'instruction, le vote, etc., il y a quand même entre 6 à 18 mois. Donc, c'est des crédits qui sont beaucoup plus longs et ça veut dire qu'il faut avoir de la trésorerie derrière. Il y a une question dans le chat. Non. Peut-être si vous avez des conseils entre vous pour, je sais pas, pour répondre au dispositif ou je sais pas, si certains ont de l'expérience et des tips en tant que bénéficiaire, en tant que personne qui va déposer les dossiers, etc. Je sais pas si vous avez des conseils. Ça pourrait être aussi un tableau en indiquant, par exemple, je sais pas, les territoires qui ont répondu à tel appel à projet, à dispositif, et d'autres qui seront intéressés, peut-être pourraient contacter le chargé de mission pour voir un peu comment il s'y est pris. Ça peut vous aider. Juliette dit sur coopération, ce qui est dommage est qu'on ne doit faire que des prestats alors qu'on travaille en coopération dans le cadre d'un PAT. Oui, c'est la principale difficulté qu'on a rencontrée. Hein, dans le cadre d'un PAT, on travaille en partenariat avec un certain nombre d'acteurs et là, on doit les mettre en concurrence voilà, à travers des prestats. Donc, ça casse un peu la dynamique qu'on a mise en place, quoi. Mais bon, on est obligé de jouer le jeu. Donc voilà, ça a été vraiment la grosse difficulté qu'on a rencontrée. ok. Je regarde. Si je vois des PAT qui m'inspirent, si je pense à des projets, mais bon, on va pas forcer, la parole. Si vous voulez, on va conclure. Hop. On se met sur PowerPoint. Donc là, on voulait vous parler des actualités à venir. Donc, le premier séminaire de restauration collective organisé par la DRAF à la région, qui aura lieu le 9 avril à Carcassonne. Normalement, vous avez dû recevoir plein de save the date de la part de Donald de la DRAF. Je vous invite vraiment, si vous avez le temps, à venir parce que ça va vraiment rassembler tous les acteurs puisqu'on
On vise aussi des cuisiniers, des gestionnaires, le monde total de la restauration collective. Et le matin, c'est une table ronde avec un chercheur pour animer sur le fait que la restauration collective, c'est une exception française. Et après, faire témoigner différents niveaux, justement, du cuisinier à l'élu sur pourquoi c'est important de s'engager dans une restauration collective durable. Et l'après-midi, il y a 16 ateliers en tout, même des ateliers pratiques, puisqu'il y aura un atelier qui sera proposé pour les chefs sur la cuisine végétarienne. Donc, c'est une journée qui va être très riche. Et notamment, si vous avez des problèmes à faire porter la thématique de la restauration collective par vos élus, sur des engagements sur une tarification sociale, par exemple, je vous invite à les motiver et à les amener avec vous. Ensuite, l'actualité de la mission alimentation durable, ça va être l'ouverture de l'appel à projet investissement solidarité alimentaire à l'été 2024, qui sera voté à la CP de juillet. Donc là, on n'a pas terminé les règles, mais l'idée, c'est de l'ouvrir à plus de structures. L'année dernière, c'était que les têtes de réseau habilitées au national. Là, on va aller sur une habilitation régionale. Ensuite, gros événement avec la DRAF, c'est la Coralim qui aura lieu le 27 juin à Montpellier. Là, vous pouvez d'ores et déjà bloquer vos agendas parce que le save the date, on ne va pas l'envoyer tout de suite parce que c'est validé par tous nos protocoles respectifs. Mais voilà, c'est sûr et certain, c'est le 27 juin à Montpellier. Et côté conseil régional, la semaine de la bio du 8 au 15 juin. Alors là, il n'y a pas de crédit mis à disposition pour faire quelque chose, mais en tout cas, si votre PAT veut se rattacher à la semaine de la bio, nous, on offre de la visibilité sur des actions, qui sont menées dans les communications de la région, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Et l'actualité du réseau des PAT, on se retrouve mardi prochain après-midi pour un webinaire sur l'évaluation des PAT qui va être animé par Isabelle Hébé de l'ADEME et qui vous sera présenté en exclusivité parce que la présentation nationale, elle est le 21 mars, donc l'Occitanie a eu l'exclusivité, et un webinaire sur la SLANC, comme on l'a dit. Clémence, tu veux... Oui, je pense avant l'été, on va essayer de le faire pour faire un peu le miroir de ce qui a été fait aujourd'hui. Et il y a aussi en fin mai, Ah oui, animé donc par Raphaël Lebeau, directeur de la FR-CIVAM Occitanie, sur l'ingénierie pour répondre justement à des appels à projets au niveau ingénierie financement. L'ingénierie de projet, oui. Alors, dans le chat, c'est des questions ou c'est pas des questions? Pour l'appel à projet investissement solidarité alimentaire, il y a une notion forte de projet collectif en 2023. Ce sera le même principe en 2024. Oui. Oui, on pousse à la... Enfin, ce ne sera pas un critère, mais on pousse à la coopération des actions. Vous avez la date fin mai? Il faut que je la cale. Mais ça sera en mi-mai, fin mai. On fait attention au pont et on fait pas ça les mercredis. Donc en général, c'est mardi ou jeudi. Et le matin aussi. Bon, et s'il n'y a pas de questions, on vous remet nos contacts. Si après ce webinaire, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous voulez des contacts, n'hésitez pas à nous écrire. Et donc, on mettra tout en ligne pour la semaine prochaine. Vous pouvez déjà retrouver ce qui a été fait sur la bio et la précarité alimentaire. On met à jour en général avec une semaine de décalage. Merci beaucoup encore. Ok, et merci pour votre participation et bonne fin de journée. Merci à vous. Merci. 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 Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.